Chère Tamara, nous arrivons à la fin de cet entretien et pour finir, je souhaiterais vous demander deux choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Et enfin, pourriez-vous nous lire un extrait de votre dernier livre? Oui, alors objet, alors ça part d'un objet, mais aujourd'hui c'est une marque. Je vais pas la citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité à part pour nos amis éditeurs. C'est un maltier français qui s'est lancé vers 1850, très connu, très en 2 mots. En fait, mon arrière-grand-mère a fui la Russie dans les années 20 avec une malle de ce maltier. Et petite, on me racontait ça, et mon père, quand j'étais petite, avait revendu la malle, je crois, de haut, je ne sais où. Et depuis mes 18 ans, du coup, j'ai acheté des sacs à main de cette marque, parce que j'ai une sorte d'attachement vraiment familial, familier, comme pour retrouver quelque chose de mes racines par cette marque. Donc c'est mon fétiche. Voilà, en plus, c'est une belle marque, donc il y a quelque chose de très snob. Oui, enfin, c'est une belle Voilà, mais symbolique. c'est la De symbolique. continuer le voyage avec eux, c'est très joli. Voilà, c'est le voyage, c'est Ouais, exactement ça. Le voyage depuis la Russie, et puis c'est la France aussi. Et puis moi, je suis très attachée à ce que peut faire notre beau pays. Vous avez choisi quel Oui, passage? Est-ce que vous pouvez juste le contextualiser pour oui, alors c'est la fin du roman, on est vers la page 229. Le roman se situe dans deux espaces-temps, euh, presque trois, oui, presque trois, puisqu'il y a aussi le. effectivement. Et il y a une partie qui est contemporaine, en 2017, et il y a une partie qui remonte depuis les années 60. Et là, on est en 2017, et du coup, c'est à la fin, il y a une confrontation entre Nina, donc la jeune fille qui a été victime de son schéma de famille, et Hélène, celle qui fait ses recherches, et elle, du coup, elle lui demande quelque chose sur sa mère, et c'est ce que je vais vous lire maintenant. Merci. Donc c'est page 229. Paris, juillet 2017. Je marche sur les quais de Seine en contemplant l'eau trouble qui se meut. Le fleuve est gris ce matin. Il capte naturellement le jeu lumineux qui se dessine dans le ciel. Nina est déjà arrivée dans le café. On a changé de troquet. Le lieu est ancien, c'est sur l'île Saint-Louis. L'endroit est agréable et calme. Il y règne une chaleur sèche, c'est confortable. Nina, pourriez-vous me dire ce qui lui est arrivé à votre mère, enfin exactement? Nina me fixe avec de gros yeux. Je comprends à son regard assez étonné qu'elle pensait que j'avais su ou découvert ce qui était arrivé à Teresa. C'était brutal et je n'en ai rien vu venir. Pourtant, tout dans son comportement s'y préparait depuis des mois. Elle avait connu une véritable descente aux enfers. Avec mon père, nous étions dans le déni. Un après-midi, il était venu me récupérer à la sortie du collège. J'avais 14 ans. J'étais suffisamment grande pour entrer seule. Alors j'ai été très surprise de le voir. J'avais eu une intuition étrange, presque macabre. Avec elle, enfin avec ma mère, il se passait tellement de choses, de crises, de passions, de chaos, que j'ai pensé au pire. Mon père se tenait là, d'une manière stoïque, droit, il m'attendait. Je l'ai suivi, il m'a souri, puis je me suis installée dans la voiture. Là, sur le tableau de bord, il y avait quelques viennoiseries, et il m'a dit, en regardant droit devant lui, il s'est passé un drame, c'est ta mère, elle, elle s'est tuée. Il ne pleurait pas, il semblait sans émotion et il restait comme apathique. Moi, j'ai mis du temps avant de libérer des sanglots. J'ai eu besoin de voir pour croire. Lorsque nous sommes arrivés en bas de l'immeuble, il y avait une camionnette rouge et des pompiers étaient là. Ils s'affairaient. Une partie du trottoir avait été condamnée pour éviter les curieux. Quelques personnes regardaient. Elles fixaient l'étage de notre appartement, puis les visages se baissaient. Ils regardaient le sol. J'ai compris que ma mère s'était défenestrée. Je suis montée dans l'appartement. Les pièces étaient sombres. Mon père avait laissé les volets fermés et je suis entrée dans la chambre de mes parents. Il y avait cette moquette épaisse, blanche, confortable, et ce grand lit recouvert de drap en soie. La fenêtre était encore ouverte, avec un seul volet entr'ouvert. Quelques heures avant, c'était ce chemin macabre qu'avait emprunté ma mère. J'ai jeté un coup d'œil vers l'extérieur et je remarquai face à moi la beauté délicate de l'immeuble haussmannien, orné de sa pierre de taille. Tout semblait calme et vide. Il y avait son odeur, un mélange de Chanel numéro 5 et de crème, mêlé au tabac froid et à l'alcool évaporé. Tout ce qui restait de ma mère était là, cette alliance subtile entre la beauté de ses parfums et l'écœurante puanteur de ses cigarettes et de ses bouteilles d'alcool. À la fin de sa vie, ma mère était devenue une épave, une véritable épave. Elle vivait dans le noir et elle passait son temps à boire, à fumer, à nous fuir. Je regarde Nina, elle me raconte la mort de sa mère sans trop d'émotion. Je comprends qu'elle a dépassé cet épisode tragique de son histoire. Il n'y a ni souffrance, ni pathos, ni douleur. Sa voix est stable, calme, un peu détachée. Comme si son témoignage appartenait à une autre. Ce qui prouve qu'elle a pu résister au drame, à cette mort, à cette déchéance. Je contemple encore la photo devant moi et je constate que sa mère avait été d'une réelle beauté. Je pense ainsi à cette femme,
Teresa, sa tragédie, cette mort si jeune, tout cela vient contraster avec la perfection de son visage. Teresa était sublime. Pourquoi une femme aussi belle, mariée à un médecin aisé, mère d'une jeune fille adorable, avait pu mourir dans de telles conditions? Pourquoi cet atroce suicide? Je pose la question à voix haute. Nina répond du tac au tac. C'est ce que je vous disais. Chez ma mère, les dés ont été jetés à la naissance. Les premières années de sa vie ont déterminé sa mort. Enfance et adolescence s'étaient dessinées. Elle était prédestinée à cela. C'est pour cette raison que je vous ai affirmé la dernière fois que je fréquentais ces groupes de parole, non pas pour moi, non pas pour mon enfance, mais pour elle, pour sa propre jeunesse. Nina, je ne crois pas vraiment à cela, c'est bien trop métaphysique pour moi. Mais vous ne comprenez pas, on hérite de l'enfance, de l'adolescence de nos parents. C'est ainsi, mais on peut les libérer lorsque nous nous en affranchissons nous-mêmes. Nina, cela est vraiment très éloigné de ce que je crois. Ne pensez-vous pas que nous pouvons seulement agir sur nous, enfin sur notre rapport à l'enfance, votre pensée coupe toute liberté? Non, enfin pour moi, c'est la jeunesse de ma mère qui a tout déterminé. La mienne fut neutre. Regardez, l'enfance est toujours neutre pour celui qui la vit. C'est la génération suivante qui évolue avec l'enfance du parent. C'est pour cette raison que je vous dis que je n'ai aucun mérite à avoir pu dépasser cette mort. C'est elle qui a payé pour ma lignée familiale. Elle a été le maillon le plus faible dans cette histoire. Je ne fais que transmettre autrement. Nina, avec ce que vous dites, on a l'impression que nous pouvons agir de manière rétrospective sur le passé. Oui, je crois en cela. Donc pour vous, lorsque vous faites un travail thérapeutique, c'est pour votre mère. En quelque sorte, je voulais la libérer. Mais c'est vous qui êtes libéré de cela aujourd'hui. Oui, mais parce qu'elle l'est. Pour moi, les générations sont imbriquées. Il y a un héritage et chaque travail réalisé se répercute dans la chaîne familiale. Le temps n'est pas linéaire. Il est comme fait de sphères qui s'imbriquent, les strates d'un millefeuille. Vous avez une vision très ouverte, assez métaphysique, très spirituelle, Nina. Je suis effectivement spirituelle, alors pour moi, la logique peut être ailleurs, Hélène. D'accord, j'ai l'impression que seuls les êtres sensibles à la spiritualité se libèrent de leurs mots. Peut-être, je l'ignore. J'ai toujours été ouverte à cela, et j'espère qu'un jour nous comprendrons comment ces mystères fonctionnent. Mais comment les autres dans le groupe de parole, ceux qui semblent toujours souffrir, ne parviennent-ils pas à suivre votre exemple? Je ne suis pas un exemple, Hélène. Mais ce que je pense, c'est que ceux qui souffrent sont comme bloqués dans un lieu où seule la douleur règne encore. Je me dis que c'est la génération suivante qui pourra les libérer de leur peine. C'est très beau et poétique de croire cela, Nina. Oui, et si on constate les souffrances de chacun, on peut voir que personne ne peut agir dans ce domaine. On ne sait pas pourquoi l'un s'en sort, l'autre pas. C'est un mystère. C'est pour cela que je crois au pouvoir des générations à venir. On se doit de leur laisser un monde digne, en bon état, pour qu'ils nous soignent aussi, et pour qu'ils puissent le faire, le monde qu'on leur lègue doit rester viable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.